partie vraiment où on va rendre la table ronde. Fait que dans le fond, au lieu que ce soit juste les conférenciers, vraiment, on vous invite tous à participer. Et les conférenciers, les autres n'ont pas encore parlé aussi, vraiment pour la période de questions. Je vais prendre le tour de parole, puis essayer de parler le plus fort possible, s'il vous plaît, sinon, en tout cas, pour que tout le monde vous entende. Essayez de parler comme s'il n'y avait pas de mur dans le fond. Est-ce que Jean-Tiane, tu es prête à commencer? Je suis prête à mouiller. Ouais. Wow. OK. D'abord, vous remercier parce que vos deux présentations étaient très impressionnantes et extrêmement riches dans une multitude de sens. Je suis un peu intimidée d'intervenir après des présentations d'une telle érudition, mais bon, au risque de schématiser de manière très vulgaire certaines notions que vous avez amenées dans toute leur complexité. En fait, c'est comme une hypothèse que j'ai envie de partager avec vous, puis un peu avoir vos impressions par rapport à cette hypothèse-là. Il y a plusieurs choses que vous avez mentionnées qui me rejoignaient vraiment. Du côté de Jean-François, vraiment ce retour à l'idée du spatio-temporel par déploiement au lieu d'être dans le temps et dans l'espace, un peu comme plopé dans des dimensions finalement. Donc, implicitement, cette idée-là par déploiement, c'est vraiment, déjà là, ça suggère une forme de mouvement ou de devenir, de changement. Et du côté de Bertrand Westphal, l'idée de l'espace qui est une notion temporelle, donc encore une fois, ça rejoignait un peu cette dimension-là. J'ai lu un autre texte d'une auteure anglophone nommée Elizabeth Gross, qui, dans un chapitre qui s'attarde à la notion de choses et d'objets, se réfère vraiment lourdement, elle aussi, à Bergson et William James. Et, disons, le portrait qu'elle amène, c'est un peu cette idée du monde dans lequel on évolue tous, qui serait finalement beaucoup plus labile, beaucoup plus fluide que dans sa forme telle qu'on se la représente, qui serait constituée plus de matière muée par des champs de force, par des flux d'énergie, et que c'est par notre intelligence et par un besoin de fonctionnalité qu'on aurait tendance à faire un découpage du réel pour stabiliser le réel en quelque sorte dans des formes conceptuelles, dont des choses, des entités distinctes, mais aussi une spatialisation, un sens spatial. Alors, un peu derrière cette première présentation-là, l'idée que derrière le sens de l'espace, il y aurait le mouvement, finalement, la labilité d'un monde qui nous échappe. Et dans ce sens-là, la notion, la légende chinoise et l'idée de la métaphore, d'essayer de pointer le monde, mais tout le temps en arrivant un peu à côté. Donc, cette approximation-là qui donne un peu, finalement, qui revient un peu à l'intuition de Bergson, qui, sans pouvoir vraiment nommer les choses, sans qu'en amont de ce découpage-là, il y a un monde qui nous échappe, qui est beaucoup plus labile, tel qu'on le vit. Et en parallèle à ça, je ne me rappelle plus d'où j'ai pris ça exactement, mais je pense que c'est un point de vue qui est très souvent partagé dans les sciences empiriques, puis notamment chez les physiciens. Westphal, vous aviez mentionné l'espace qui serait une notion temporelle, mais inversement, le temps qui pourrait être une notion spatiale, au sens où souvent les physiciens croient au fait qu'il n'existe pas de temps, il y a seulement du mouvement. Donc on serait dans un moment immédiat et avec le réel en mouvement, et que c'est finalement par notre conscience où on construit une continuité du mouvement virtuellement avec une antécédence et un temps à venir, et c'est d'où viendrait la construction temporelle, mais basée sur le mouvement. Et j'aimerais juste connaître vos impressions un peu sur cette hypothèse-là. Est-ce que c'est une chimère totale, une absurdité que d'émettre l'hypothèse que finalement le temps et l'espace seraient peut-être implosés dans le mouvement, que ce serait le mouvement qui serait l'élément générateur de ces deux dimensions-là, les dimensions temporelle et spatiale? C'est une question, un questionnement dont on lancé. Je pense que c'est implicite dans ce que j'ai dit, en fait. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai formulé, peut-être que tu l'as formulé, mais je pense que c'est effectivement implicite dans la manière dont j'essaie de thématiser la chose. Que dans la notion même d'espace, il y a justement
le pas, le passage, l'ouverture, c'est déjà on est dans l'ordre d'un verbe, déjà dans l'ordre d'un mouvement, dans cette idée qui est implicite mais qui en fait est explicite que le déploiement spatio-temporel est redevable du déploiement même d'un rapport à ce qui n'est pas soi, d'un être vivant. Ça implique d'emblée le mouvement, en même temps que là, je ne sais pas si je vais me hisser jusqu'à la métaphysique pour savoir si donc tout ça est que le mouvement, dans la mesure où, dans la mesure où une plante aussi est spatio-temporelle, et puis pourtant elle n'est pas dans des rapports sensorimoteurs, elle n'est pas dans un mouvement d'emblée. Mais donc oui, je pense que implicitement, c'est au cœur de ce que j'ai annoncé. Mais justement, peut-être, moi, ce qui m'a. Moi aussi, je vais libre associé, je vogue un peu. Je ferai un lien avec le lien avec une chose que vous avez dit, M. Westphal, qui est la dialectique romaine du limen et du limes, c'est-à-dire du mouvement et de l'arrêt sur l'image, de la fixité et du déploiement, qui est au cœur peut-être justement du déploiement même de l'espace. C'est-à-dire justement que ce n'est pas le mouvement qui précéderait sa fixation, que la fixation est indissociable aussi du mouvement. Plutôt que d'opposer l'un à l'autre, l'un à l'autre, je poserais plutôt que le mouvement global, c'est le double rapport contradictoire et de la fixité et du mouvement. L'être vivant, il peut spatialiser son existence, donc fixer en captant des flux énergétiques qui vont devenir de la lumière et qui sont permis d'être vus par un œil qui lui-même est le fruit phylogénétique de la construction de l'organe dans son rapport à cette hôte qui n'est pas lui, qui sont peut-être des flux entre ou qui sont peut-être des ondes corpusculaires, en tout cas on ne voit pas parce que personne physicien ici, j'espère, sinon je dis n'importe quoi. On comprend cette idée, donc il y a déjà captation, limitation, arrêt sur image en quelque sorte qui fixe et qui donc spatialise, mettent des limites et qui en même temps sont des limites à partir duquel les choses commencent et à partir duquel les choses se mettent en mouvement. Je ne poserai pas pour ma part, c'est peut-être là que, en tout cas, moi je me sépare un peu de Deleuze et Guattari, c'est que je ne poserai pas les espaces lisses et les espaces triés, les limites fixées et les flux. Je pense que c'est dans leur dialectique, en quelque sorte, que se joue le réel. Il n'y aurait pas un a priori entre l'un ou l'autre. Entre l'un et l'autre, et ce serait lui le mouvement. Le mouvement, ouais. C'est cette mise en mouvement perpétuelle par les limitations qui sont posées. Donc en ce qui me concerne, c'est peut-être un ou deux éléments de réponse. Le problème aussi, c'est la relation de l'individu et de l'incommensurable, enfin ça me l'ancienne dans de grands discours métaphysiques, mais je parlais tout à l'heure de l'espace qu'on découvre de moins en moins, puisque grosso modo tout a été découvert sur cette planète, alors on peut toujours espérer découvrir quelque chose un petit peu plus loin, et l'entendement. C'est-à-dire que face à un espace nouveau, complètement ouvert, on est saisi par un mouvement de panique. C'est pareil dans d'autres cadres, dans cette espèce de vaste dynamique qui fait notre société. Il faut tracer une ligne, un parcours pour expliquer, pour que justement le contexte, l'environnement, quel qu'il soit, entre dans notre entendement. Et c'est d'où le besoin aussi d'une narration, quelle que soit la forme. Et la narration, justement, c'est une ligne qui peut aller de la gauche vers la droite ou inversement, de haut en bas. Mais la question pour tout le monde, il y a toujours une ligne. Cette ligne est également la ligne du temps, justement. Là aussi, enfin, j'en avais parlé l'autre jour, la relation entre progrès et progression. C'est-à-dire les deux aller de pair dans une logique linéaire qui se traduit par des métaphores, notamment le fleuve, la flèche du temps, dans cette trajectoire linéaire, jusque, enfin, pour moi et pour beaucoup d'autres, enfin, de l'ère postmoderne, avec une séparation du progrès technique, etc., et de la progression, qui fait que la métaphore du temps elle-même commence à se spatialiser. Ça fait tâche dans tous les sens du terme. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on ne pouvait plus avoir la même perception du monde, de la société, etc. Donc il y a cette question-là, c'est-à-dire comment simplifier notre approche du monde par des métaphores simples, notamment celle de la ligne du temps, voilà, qui n'intègre pas la notion de mouvement, puisque ça, justement, ça recomplique le tout.
Et du coup, on pourrait également s'intéresser à des métaphores que nous prêtent, des analyses que nous prêtent d'autres disciplines, parce que là, vraiment, l'interdisciplinaire vient au secours du littéraire. La théorie de l'entropie, par exemple, qui est extrêmement intéressante. Tout ce qui est théorie du chaos. Il y a un auteur que j'apprécie énormément, qui maintenant dont le texte est ancien, c'est toujours les années 70, tellement productif, c'est Ilya Prigogine, La Nouvelle Alliance. Elisabeth Stengers, de elle écrit, qui justement parle de ces équilibres instables qui ne sont des équilibres, des phases d'équilibre que dans les yeux des observateurs. Parce que nous avons toujours besoin de mettre de l'ordre. Nous ne supportons pas le chaos, c'est-à-dire l'ouvert. Et c'est bien ça le problème. Donc le mouvement, c'est ça. Comment faire face à une vision mobile qui exige de nous enfin une conscience qui, d'une certaine manière, achoppe avec notre besoin de simplicité, de simplification abusive. Mais là, l'entropie, tout c'est après, ouais, ça a été appliqué en littérature. Puis on a tout fait pour déconstruire cette ligne, hein, les romans puzzle, etc. Enfin, tout y est passé. Mais le mouvement, c'est exigeant. Dit le yoga. Voilà. Puis on a une vision sédentaire également. Hein. On pourrait revenir aussi aux sédentaires et aux nomades. Hein. On a une vision terriblement sédentaire qui convient parfaitement à ce tableau.